toutes et à tous, merci d'être encore avec nous au Transition Forum jour 2. Donc, nous venons de conclure justement sur construire ou rénover, le dilemme des professionnels, et on parlait des usages, ça tombe bien, c'est le thème de du dialogue désormais sur comment se dessinent les usages de demain, et on va surtout parler du préoccupation collective du moment, des professionnels comme des élus, à savoir le zéro artificialisation nette des sols, dit ZAN, qui rend tout sauf zen nos chers élus et nos chers professionnels. L'objectif de la loi climat et résilience, vous le connaissez, diviser d'ici à 2032 la consommation foncière, d'ici à 2050, zéro. Il ne s'agit plus de construire, il s'agit juste de construire la ville autrement. Delphine de France, vous êtes directrice RSE de Valgo. Votre métier, justement, c'est de se réapproprier ces terrains. On appelle ça parfois des terrains d'occasion. Justement, comment vous appréhendez, vous, ce sujet à votre échelle ? Alors, c'est vrai que le ZAN, c'est un sujet qui crispe un peu, mais il faut quand même rappeler quelques enjeux. C'est-à-dire que l'artificialisation des sols en France, c'est 25 000 à 30 000 hectares chaque année qui sont artificialisés. Si on essaye de prendre un peu l'échelle de ce que ça représente, c'est un terrain de tennis toutes les minutes, ou c'est la superficie de la ville de Nice tous les 3 mois. Donc on prend quand même en compte la notion des enjeux, ça a des répercussions, on a parlé des enjeux liés à la sécurité alimentaire, mais c'est surtout aussi les enjeux sur les fonctionnalités des sols, qui sont très bien rappelés dans la définition de l'artificialisation, les fonctions biologiques, les fonctions hydriques et les fonctions dans la lutte contre le changement climatique. Donc ceci étant posé, ça veut dire qu'il va falloir concilier cette maîtrise, cette optimisation foncière avec aussi le souhait de la qualité de la ville. Ça veut dire qu'il faut maîtriser l'étalement urbain, il faut renouveler la ville, il faut le densifier, on en a parlé, tout en prenant en compte la préservation des fonctionnalités biologiques, le fait de remettre de la nature en ville, le fait aussi de prendre en compte tout ce qui est gestion des eaux et d'adaptation des risques au changement climatique. Donc ça cristallise un ensemble d'enjeux, ça rend les projets compliqués, et en plus, il y a une attente des usagers qui n'est plus vers forcément la ville dense. Il y a une sorte de crise de la ville. Comment on fait justement, parce que tout le monde veut habiter en ville, parce que c'est là où il y a les emplois, mais en même temps, la densité est difficilement acceptable et acceptée. C'est ça, mais il y a même une étude de l'ADEME qui a été menée en 2021 sur usage et territoire, et les gens reconnaissent la ville comme fonctionnalité, c'est-à-dire on y va travailler, on y va faire des courses, c'est super. Par contre, pour y vivre, il y a 67% des gens qui disent que non, c'est pas un contexte acceptable, enfin c'est pas un contexte dont on a envie, c'est encore plus vrai forcément en région parisienne, et on a envie d'être proche des espaces urbains, et on a envie de se sentir en sécurité, et la ville ne répond plus à ces besoins-là. Donc comment on fait ? C'est un peu ce que fait Valgo aussi, c'est-à-dire on a une chance, c'est de pouvoir requalifier les anciennes friches industrielles. Nous, c'est ce qu'on fait, on va aller les dépolluer, les désamianter pour permettre de faire des nouveaux usages sur ces terrains. Après, la difficulté, c'est que justement, on a parlé de l'acceptabilité de la densification. Dépolluer ou désamianter, ça coûte cher. Donc, on va avoir tendance à densifier les programmes urbains pour pouvoir compenser le coût de cette dépollution. D'où un problème, à nouveau, d'acceptabilité. Donc, on se mord un peu, on tourne un peu en rond. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à prendre en compte. C'est au même titre qu'on parle des services écosystémiques rendus par les agriculteurs qu'on pourrait financer autrement. Il faut prendre en compte que le fait de requalifier une friche urbaine en lui donnant un aspect de dépollution, mais aussi des espaces verts, des espaces de vie, en prenant en compte les fonctionnalités des écosystèmes, ça rend un service aussi. Et ça, il faut qu'on arrive à le valoriser. En plus, plutôt que de faire ce programme en le faisant en centre-ville, sur des espaces dégradés, plutôt que d'aller le faire à l'extérieur, en prenant sur des espaces naturels, on va aussi gagner des externalités pour la ville. On va moins construire de routes, de choses comme ça. Et tous ces avantages, en fait, qu'on ne monétarise pas dans le programme et dans le bilan de l'opération, il faudrait pouvoir le prendre en compte. On va se retourner vers un professionnel de la ville qui n'est certes pas dans les travaux publics comme nos intervenants précédents, mais dans le bâtiment. Mathias Navarro, vous êtes CEO de Redman.
Comment vous emparez de ces enjeux, justement ? On en parle beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais juste rebondir pour faire un point d'arrêt, parce qu'il y a des chiffres qui sont tombés hier et qui sont assez importants. On a eu les chiffres pour le premier semestre 2022 sur les émissions de CO2. Elles augmentent en France. Donc, on est quand même très, très, très loin des objectifs qu'on se donne. Pour en revenir aux ZAN, elles sont aussi sorties. L'artificialisation explose. Donc, c'est reparti très fortement à la hausse. Par rapport à comment vous l'expliquez alors que c'est censé y avoir une réglementation désormais ? C'est parce que c'est pas une réglementation justement. Je pense que c'est ça le sujet et qu'elle est mal traitée. Le ZAN, c'est un objectif déjà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas spécifiquement de contraintes. Le ZAN, grosso modo, pour la faire simple, c'est la différence entre la bétonisation et la renaturalisation. Et alors déjà, la renaturalisation, souvent, quand on enlève du bitume, on ne se retrouve pas avec une situation antérieure qui est celle avec de la biodiversité, etc. On se retrouve éventuellement avec de la perméabilité, mais guère plus. Donc déjà, ça va pas très loin, mais déjà, cet objectif-là, on n'y arrive pas. On a eu la loi climat-résilience, on a eu le décret d'application début 2022, et on a eu une circulaire cet été de M. Béchu qui est venu demander au préfet de ne pas appliquer ce décret tout de suite. Donc on est en train de faire un pas en arrière par rapport à quelques pas en avant qui y avait eu lieu au travers de la loi et au travers des décrets d'application. Les maires ont en effet saisi le Conseil d'État sur 2 décrets d'application de la loi, car il faut coordonner des schémas régionaux, les SRADET, oui. Schémas régionaux, aménagement, développement durable, territoriaux, si je ne dis pas de bêtises, et voilà, et les PLU, les plans locaux d'urbanisme. L'équation est impossible ? L'équation, elle est hyper compliquée à trouver, mais je trouve très très surprenant qu'en s'étant donné comme objectif en 2030 de réduire de 50%, on est quasiment en 2023, on parle de 2030, et on est en augmentation permanente de l'artificialisation, de taper encore sur la main des préfets qui essaient de mettre en application cette loi. Alors oui, il faut la coordination régionale pour qu'elle puisse redescendre dans les SCOT, puis après descendre dans les PLU, etc. etc. Mais quand on a des maires qui veulent faire bien ou quand on a des maires dont on sait d'ores et déjà que ça va beaucoup trop loin dans la matière d'artificialisation, c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'on soit encore dans une zone d'attente, c'est-à-dire d'attente de concertation, d'attente, etc. Moi, je suis tous les jours sur le terrain, mais je pense que tout le monde dans cette salle aussi, je ne vois pas aujourd'hui d'arrêt, de ralentissement de l'artificialisation. Je passe mes journées à voir des lotissements en dehors des villes s'étaler absolument partout en France et sans aujourd'hui de contraintes assez fortes. Donc parce qu'on parle beaucoup de l'urbain, oui, l'acceptabilité de la densité urbaine, etc., qui est un autre sujet, mais sur l'étalement aujourd'hui, je vois très 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 peu de freins, mais c'est vraiment dommage. Delphine de France, est-ce que vous voyez la même chose ? Est-ce que vous voyez quand même des professionnels ou des élus qui prennent le chemin inverse et qui vont vraiment prendre cette direction de zéro artificialisation ? Oui, nous on le ressent forcément par notre activité, c'est-à-dire que sur les dents creuses ou sur les sites, les anciennes friches polluées, au-delà en fait, il y a des réglementations par rapport aux conséquences sanitaires de la pollution. Donc sur ces sites-là, il y a quand même un enjeu. Aujourd'hui, beaucoup de promoteurs regardent aussi de façon plus attentive ces sites. Donc je rejoins sur l'étalement urbain, mais ça, il faut absolument que la réglementation soit beaucoup plus forte par rapport aussi à toutes les zones de protection écologique qu'on peut avoir. Et quand on dit il faut accélérer, très bien, mais on a quand même des procédures de demande d'autorisation loi sur l'eau, d'études d'impact qui protègent. Et le risque, c'est on accélère, mais n'oublions pas de prendre en compte quand même l'ensemble des impacts de ces friches et de l'ensemble des impacts de ces aménagements. Les coûts, est-ce qu'ils ne sont pas dissuasifs ? J'étais à Saint-Ouen en début de semaine avec Nexity qui a racheté les docks de Saint-Ouen il y a 12 ans. Le terrain, 44 millions d'euros, 30 millions pour dépolluer une ancienne friche Thomson qui était fabriquée des transformateurs électriques. On est quand même 75% de l'acquisition du terrain en plus. Oui, on ne peut pas nier que la dépollution coûte cher et très cher.
Après, cela dépend aussi des usages. Il y a une réflexion à mener sur les usages par rapport au niveau de dépollution qu'on peut faire. Et puis, il y a quand même des aides de l'État, il y a les fonds friches de l'ADEME qui vont permettre d'accélérer ce mouvement. Et encore une fois, ne nous privons pas de ces terrains qui potentiellement peuvent redonner des usages à l'intérieur de la ville ou même en extérieur, puisqu'il y a beaucoup d'usines qui sont à l'extérieur des villes. Donc, je pense qu'il faut avoir des contraintes réglementaires très fortes pour éviter l'étalement urbain et ne pas se priver des opportunités que ça peut représenter en interne. Surtout que techniquement, au niveau des pollutions, on sait le faire et on le sait le faire de plus en plus avec des techniques décarbonées, avec de l'in situ, en faisant de l'économie circulaire. Mathias Navarro, oui, l'économie circulaire du foncier, du bâtiment, c'est aujourd'hui une obligation, même si dans les faits, elle est compliquée. Je pense que personne ne le nie, il y a un énorme sujet sur le foncier. On a aujourd'hui, notamment dans les zones tendues, un questionnement sur l'appropriation de ces fonciers. J'entendais tout à l'heure Mme Maïzy du GIEC qui disait on discute beaucoup de l'offre au travers de toutes ces tables rondes, etc. On parle très peu de la demande. Et la demande en logement, moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il y a une espèce de non-dit sur ce qu'on pourrait faire demain. Aujourd'hui, j'ai entendu la table ronde précédente, on n'arrête pas de parler de ces fameux 500 000 logements en plus nécessaires, etc., qui seraient susceptibles de régler la crise du logement. Moi, j'en suis pas convaincu. La crise du logement, ce n'est pas qu'une question de quotité. On a, dans les années 2015, 16, 17, énormément construit, quasiment atteint ces stades de 500 000. Et c'est les années où les prix ont le plus explosé en France. Donc, moi, je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire un lien entre ces deux-là. J'ai plutôt tendance à me dire quels sont les besoins en logement et quels sont les gens qui sont en attente pour régler cette crise. C'est en lien avec l'artificialisation, parce que j'ai le sentiment qu'on peut moins construire tout en réglant les problèmes. Et ça, pour ça, il faut adresser les constructions à ceux qui en ont besoin. Donc on sait qu'il y a... Comment on fait justement pour connaître les demandes qui sont très différentes d'un territoire à l'autre, d'une ville à l'autre? On les connaît. Il y a 300 à 350 000 sans-abri en France. C'est déjà la première des demandes et absolument la plus urgente. Il y a 2 millions à minima de demandeurs de logements sociaux en France. Ça, c'est aussi une priorité. Il y a 12 millions de précaires énergétiques. On parle de sobriété, mais on a 12 millions de précaires énergétiques aussi. Ça, c'est un autre sujet. Donc là, on n'est pas dans la construction, on est effectivement dans les travaux de rénovation, éventuellement pour des déménagements pour une grande partie d'entre eux. Mais là, tout à l'heure, on en parlait, c'est une question de budgétarisation au niveau de l'État. On sait aujourd'hui que le coût de la rénovation énergétique des logements, c'est 40 à 50 milliards d'euros par an pendant 30 ans. Donc c'est colossal, on parle de 1500 milliards d'euros et on en est effectivement aujourd'hui à essayer, dans le budget de l'État, on en parlait il n'y a pas plus tard que 5 minutes, une ligne de 1,5 milliard d'euros qui est mise en place pour essayer d'accélérer les choses. Et on fait beaucoup trop de rénovation par geste et pas assez de rénovation globale. Alors ça, c'est un sujet qui commence à bouger, j'en ai entendu parler il y a quelques jours. Dans le discours gouvernemental, mais après, oui, dans les faits, mais dans les faits, les 700 000 rénovations qui ont eu lieu l'année dernière, il y en a une poignée de cerises qui sont des rénovations complètes, donc on n'est pas du tout dans la bonne trajectoire sur ces sujets. Et donc en matière de ZAN, il faut aussi se donner les moyens de travailler sur la demande, de vraiment adresser les constructions le plus possible vers ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, ceux qui en ont besoin des constructions, c'est ceux qui en ont besoin pour vivre. Il y a énormément aujourd'hui de constructions qui sont dédiées à des gens qui en ont besoin pour défiscaliser. Donc c'est pas du tout la même tendance. Et je pense qu'on va pouvoir diminuer les constructions qui ne sont pas nécessaires. Diminuer les constructions qui ne sont pas nécessaires. Qui sont les gens qui font appel à vous, Delphine de France ? Alors, on intervient avec des grands comptes, notamment des anciens industriels, qui ont des obligations réglementaires dans le cadre de leur cessation d'activité. On intervient également pour des établissements publics fonciers, dans le cadre des opérations de réhabilitation urbaine, qui vont acheter ces fonciers pour ensuite faire un programme de requalification urbaine et puis en partenariat avec des promoteurs. Après, la spécificité de Valgo, c'est qu'aussi on a pu être porteur de fonciers pollués pour nous les revitaliser et ensuite leur redonner une nouvelle fonction.
Ça a été le cas, le plus gros projet qu'on a pu mener, ça a été à Petit-Couronne, sur une ancienne raffinerie Petroplus, où là, typiquement, hein, on n'a plus de besoin de raffinage aussi important en France. Eh bien, traiter ce site, le revitaliser, permet ensuite de lui redonner un nouvel usage, en l'occurrence là de plateformes logistiques qui correspondent quand même à des besoins de la ville. On peut taper sur l'ensemble des plateformes logistiques, la ville en a besoin, mais on ne va pas aller le faire sur un foncier agricole, on va aller le faire sur un ancien foncier industriel. Et on parle beaucoup de réindustrialisation, on ne va pas refaire le discours de Nicolas Dufourcq hier soir, mais il faut aujourd'hui concilier décarbonation et réindustrialisation. Est-ce que vous êtes aussi mandaté là-dessus ? Alors pour nous, l'enjeu de la décarbonation est un enjeu très fort chez Valgo, d'autant plus que notre actionnaire est très engagé là-dedans. Redites-nous qui c'est. Donc c'est Tikeo Capital, donc c'est un fonds de transition, ce qui nous a amené, nous, à accélérer sur ces sujets. Mais concrètement, sur le terrain, nous travaillons avec notre service R&D sur des techniques, parce qu'il faut être au plus près du terrain. Ce n'est pas seulement dans la gestion de l'entreprise au quotidien qu'on va trouver les solutions. Ça a été rappelé ici, les solutions techniques pour aller vers la décarbonation sont un inconditionnel. Voilà. En une minute, Mathias Tavarot, une technique pour décarboner et répondre aux nouveaux usages ? Nous, chez Renman, parce que je tenais un discours un peu virulent, mais il y a toujours de la construction nécessaire quand je le dis. Et bien évidemment, quand on se lance dans un acte de construire, il faut absolument s'engager sur la voie du bas carbone, voir maintenant comment ça traduire des sujets post-carbone. Donc avec des immeubles... Quelle est la différence ? On commence à réfléchir sur des immeubles qui ne nécessiteraient pas d'énergie pour fonctionner. Et ça, c'est hyper intéressant. On en parlait tout à l'heure, 50% du poids carbone d'un immeuble, c'est son fonctionnement. Et donc, on sait aujourd'hui, à l'échelle individuelle des maisons, faire des immeubles qui ne nécessitent ni climatisation, ni chauffage. C'est très compliqué à développer sur les immeubles collectifs, mais ça peut être un objectif global, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, mais en plus, quand on n'a pas besoin d'en consommer, c'est encore mieux. Parfait, mais dans les temps. Merci à tous les deux.